Borel, voilà une structure qui fait quelque chose et qui bouge. La NSM, je trouve qu'on a une qualité de dialogue qui est toujours assez exceptionnelle. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, on peut discuter avec la NSM. Je prends parti. Thomas Borel, directeur de recherche, innovation, santé publique et engagement sociétal au LEM. Et puis Arnaud Sandrin, qui est directeur opérationnel de la BNDMR. C'est parfait. Je vous laisse. Essayez de garder un peu de temps pour qu'on puisse éventuellement, jusqu'à 16h45, qu'on puisse avoir des questions avec la salle. Bonjour. Donc, on a 1h30 pour aborder ce sujet des essais cliniques. Donc, je vous remercie déjà d'avoir accepté de participer. Donc, les essais cliniques, on va voir, vous allez en parler. Il manque une personne, c'est ça? Non, c'est bon. Voilà. Bonjour madame, il me semblait bien qu'il manquait quelqu'un. Parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas de place. Mais... Allez-y, je vous en prie. Non, c'est bon. Non, 1h30. Donc oui, je vous disais, les essais cliniques, on va voir que c'est essentiel. C'est essentiel pour les patients, c'est essentiel pour la recherche, c'est essentiel pour notre pays, parce que bien souvent, on va voir que pour les patients, finalement, c'est un premier espoir, c'est ce qui va leur permettre d'accéder à un premier traitement quand il n'y a rien. Pour la recherche, c'est ce qui va refléter, conditionner la notoriété internationale. Et puis pour tout ce qui est équipe de soins, ça va structurer, ça va former finalement cette prise en charge. Donc je vais chacun vous demander tout d'abord votre point de vue par rapport au sujet, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'en France, la mise en place des essais cliniques, on est un petit peu en perte de vitesse. On a l'impression qu'on en met il y en a moins qui se mettent en place, que peut-être les patients sont un peu plus réticents. Donc on va voir ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc tout d'abord, Monsieur Péfaut de la Tour, je vais vous donner la parole et peut-être vous allez nous donner le point de vue justement d'une filière. Quel est l'apport de la filière dans la mise en place des essais cliniques et peut-être les difficultés que vous rencontrez. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette table ronde. Je crois que c'est important qu'on ait cette opportunité de pouvoir s'exprimer sur le sujet recherche. C'est quand même un des fers de lance de notre métier. Je trouve la transition très bien trouvée avec la session précédente parce qu'en effet, je crois qu'on nous envie beaucoup l'organisation Maladies Rares, qu'elle soit dans le soin, dans l'éducation ou dans la recherche au niveau international. Mais de plus en plus, on nous fuit pour l'aboutissement des projets de recherche qui sont en effet le payeur, l'évaluation, le remboursement et le market access. Néanmoins, c'est vrai que ce qu'on nous envie, c'est l'organisation qui a été mise en place. Et très clairement, ce n'est pas les filières qui ont mis en place ce réseau, c'est vraiment les centres de référence, c'est la première phase de labellisation. On revient en 2004-2006, où la France a su donner les moyens à des centres pour pouvoir communiquer, enseigner et évidemment faire de la recherche dans les maladies rares. Quand on met les centres de référence, les centres de compétences ou les sites constitutifs ensemble, c'est quand même 2000 centres en France qui permettent aux patients d'avoir accès aux meilleurs soins. Et en termes de recherche, c'est vraiment ce réseau qui a changé la donne parce qu'on était capable de s'appuyer sur des médecins experts, d'une première part, donc qui connaissaient les enjeux et, entre guillemets, la nécessité de nouveaux traitements, et puis surtout des patients qui étaient identifiables et pouvant accéder à la recherche près de chez eux. Ça a été vraiment la première innovation, d'avoir ce réseau qui permet de faire les essais, puisqu'on est dans le cas de maladies rares, donc les patients sont rares, et donc forcément c'est encore plus dur de faire de la recherche. Et puis la filière, elle, en tout cas les filières, en tout cas dans le sein de la filière Marie, maladies rares immuno-hémato, dont je m'occupe, a permis de faire en sorte de mutualiser dans la recherche, que ce soit pour la recherche, les assistants de recherche clinique, mais aussi et surtout quelque chose qu'on oublie, c'est le montage de projets. C'est-à-dire que faire de la recherche, c'est un vœu pieux, mais entre le moment où le malade reçoit son médicament dans le cadre d'un protocole de recherche qui a passé
les feux de la réglementation et le moment où on a l'idée, il y a tout ce montage de projet avec des chefs de projet qui doivent évidemment faire en sorte que le projet soit accepté le plus vite possible, et ça prend énormément de temps. Et donc la filière, en fait, en tout cas pour la filière Marie, l'idée c'est d'avoir un chef de projet recherche dédié qui allait faire ce que maintenant on a, je dirais, tous à peu près accès facilement, c'est-à-dire les appels d'offres, la recherche de financement, les deadlines pour rendre les projets, mais surtout aussi aider au montage de projets pour faire en sorte que quand on a une idée, on puisse finalement faire en sorte que le dossier soit monté rapidement et qu'on puisse rapidement le soumettre aux autorités de santé et au comité de protection des personnes pour acceptation. Donc je dirais que les filières nous ont permis d'éviter la redondance au niveau des centres, notamment sur certains projets de recherche, mais aussi la mutualisation. Et puis aussi, une chose qui me semble extrêmement importante, et la chance aussi en France, à mon sens, c'est de mettre tous les acteurs dans le même sens, c'est-à-dire évidemment les médecins, et surtout les patients. Et ça, je trouve que nous, ça a vraiment, au sein de la filière Marie, été une avancée importante, où dans le comité de pilotage, on a des patients et qui nous aident aussi dans le domaine de la recherche, qui nous aident vraiment à ce que l'information d'un protocole de recherche soit diffusée de façon adaptée. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, en tout cas moi, depuis 10-15 ans, a changé la donne, c'est-à-dire comme on a tous accès à tous les réseaux, Internet, etc., ce qui est très bien. Et quelquefois, l'information n'est pas forcément donnée de façon correcte. Les avancées ne sont pas forcément celles qu'on attend. Et le fait d'avoir des associations de patients qui nous aident à disséminer le sujet recherche, c'est aussi extrêmement aidant, en disant pas d'inquiétude, c'est quelque chose qui est réglementé, a les autorisations, pose une vraie question et nous accompagne aussi dans la dissémination de l'information recherche. Voilà, ça c'est les grandes lignes et je pense que je n'aurai pas beaucoup de temps d'en dire plus. C'est difficile de toute façon de rentrer dans le détail. J'ai plutôt ciblé réseau, filière, recherche clinique, non pas en oubliant, mais parce qu'encore une fois, la recherche fondamentale est extrêmement importante, mais à mon sens, difficile de pouvoir tout aborder. Et voilà un peu le panorama actuel et les aides qu'on a pu avoir dans les différentes vagues de labellisation et la création des réseaux et leur aide en termes de recherche. D'accord, on reviendra sur le sujet. Merci beaucoup. Madame Bonnet, déjà on vous remercie parce que vous remplacez au pied levé Madame Thienot-Herman qui a eu un contretemps. Donc vous allez nous donner le point de vue d'un côté AFM, côté patient, et on a vu que c'est très important que les patients soient impliqués dans les essais cliniques, et puis également le point de vue du Généton dans la mise en place des essais. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais aborder plusieurs sujets sur la mise en place des essais cliniques et la compétitivité de la France face aux essais cliniques. Et donc, oui, je représente effectivement l'AFM Téléthon en tant qu'association de patients, mais une association aussi qui est également opératrice de recherche et du développement de médicaments par Généton, qui met en place lui-même des essais cliniques et pour lequel Généton est promoteur de ces essais. Donc aujourd'hui, moi, j'aurais voulu passer 5 minutes donc, sur 3 aspects des essais cliniques. Donc à la fois les essais industriels, quels sont les freins aujourd'hui à la mise en place de ces essais, pourquoi est-ce que la France est peut-être moins compétitive que les autres pays, aussi les essais académiques, et puis enfin sur l'organisation hospitalo-universitaire. Donc sur le premier point, sur les essais industriels, donc juste quelques chiffres, il y avait une enquête du LEM qui est parue en 2017. Et donc en 2017, dans cette enquête, on notait qu'il y avait un peu plus de 2600 essais cliniques sur le médicament qui avaient été initiés par des industriels. Donc sur ces 2600 essais, la France a pris part seulement à 12% d'entre eux. Et donc la France se plaçait en 4e position derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Donc on n'est pas les premiers, on n'est que sur 12% des essais. En plus, entre 2015 et 2017, le nombre de nouveaux essais industriels qui étaient initiés en France avait diminué en moyenne de 13% par an. Donc depuis 2015, on était sur une pente descendante pour la mise en place des essais cliniques. Et l'explication qui était donnée principalement, c'était le nouveau cadre réglementaire, puisqu'à cette époque, il y a eu la loi Jardé qui est passée, qui a été mise en place, et avec aussi le tirage au sort des comités d'éthique, des comités de protection des personnes.
Donc tout ça, ça imposait de nouvelles pratiques pour les acteurs de la recherche clinique et donc un déclin de l'attractivité clairement de la France. Donc à partir de là, la France s'est trouvée pénalisée par la longueur des délais avant le démarrage des essais. Et donc, comment ont réagi l'ANSM et les comités d'éthique? Donc, au sein de l'ANSM, les retards provenaient surtout d'un manque de moyens et d'organisation. Donc, l'ANSM, depuis 2018, l'Agence du médicament a pris les choses en main. Ils ont recruté des personnels supplémentaires et ils ont joué sur des facteurs justement organisationnels. Donc, par exemple, ils ont mis en place, depuis octobre 2018, des procédures, des circuits courts de revue des demandes d'autorisation d'essais cliniques, avec 2 procédures qu'ils ont appelées de fast track 1 et 2. Donc, à la fois un fast track 1 pour les médicaments de thérapie innovante, donc pour accélérer la revue des dossiers, et puis le fast track 2 pour des molécules qui étaient déjà en développement, mais sur de nouvelles indications. Et donc, ils ont lancé une procédure pilote. Et je suis allée récemment, il y a quelques semaines, à l'ANSM pour un rendu de cette phase pilote. Et il a été clairement démontré qu'il y avait un avantage avec cette procédure de fast track, que les délais étaient raccourcis, qu'il y avait une meilleure organisation de l'agence et aussi un accès précoce au dialogue avec les autorités. Donc, face à ce constat, en 2017, l'agence a réagi. Cette phase pilote va être prolongée. Et tout ça, c'était pour se mettre à niveau du nouveau règlement européen qui va arriver fin 2020, où là, les délais vont être les mêmes pour tous les pays. Et si la France veut être choisie comme pays rapporteur dans le cadre de cette nouvelle procédure, il fallait qu'elle se mette à niveau et qu'elle soit attractive. Donc, niveau ANSM, il y a eu une réaction. La phase pilote a bien été rendue, et donc les délais ont été raccourcis. Par contre, sur les comités de protection des personnes, donc, voilà, avec la loi Jardé, il y a eu cette procédure de tirage au sort. Et vraiment, la France a été pénalisée sur cette procédure de tirage au sort. Les délais de réponse qui étaient normalement de 45 à 60 jours, s'il y avait des questions. Il y a eu une enquête de la DGS en 2018 qui a montré que ce n'était pas du tout respecté, puisqu'on était à 85 jours. Donc, c'était beaucoup plus long. Et donc, la mise en œuvre de cette loi Jardé a été vraiment très dommageable. Et donc, du coup, il y a eu une réaction avec un nouveau projet de loi qui a été présenté en mai 2018 pour revenir sur ce tirage au sort et faire en sorte qu'il y ait à nouveau une procédure de tirage au sort, mais avec une sélection quand même de comités d'éthique qui avaient une expertise. Donc déjà, un tirage au sort ciblé, et avec des comités d'éthique qui devaient être formés, plus d'expérience, et aussi en fonction de leur disponibilité, parce qu'on s'est retrouvé avec des tirages au sort, avec des comités d'éthique qui étaient débordés, qui avaient trop de dossiers, et donc les délais étaient aussi simplement imputables au fait que trop de dossiers étaient prévus à une session, donc c'était repoussé de session en session, et donc les délais augmentaient. Donc il y a eu une réaction, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, en pratique, c'est pas encore en place, donc on est toujours sur la procédure de tirage au sort qui n'est pas ciblée sur une expertise, une disponibilité. Donc aujourd'hui, je pense que c'est toujours pas en place. Il y avait des formations qui étaient envisagées, je pense que les moyens n'ont pas été donnés, c'est pareil. Les comités d'éthique n'ont pas eu plus de formation. Et il y avait aussi l'idée de donner plus de moyens, notamment au niveau des secrétariats de l'organisation. Et je pense que ça non plus, aujourd'hui, c'est pas en place. Donc voilà, on a un aspect qui est un peu corrigé avec la NSM, mais côté comité d'éthique, ça ne suit pas encore. Donc l'attractivité n'est toujours pas au rendez-vous pour la France. Donc ça, c'était le premier aspect sur les délais réglementaires, les essais industriels. Sur les essais académiques, donc je pense que ça a été abordé aussi à la table ronde précédente, mais c'est vrai que la France a une recherche d'excellence, mais il y a quand même de nombreux freins pour cette recherche d'excellence, pour que ça arrive au lit du malade. Et la filière n'est pas fluide. On nous a parlé, le professeur Cano nous a parlé de l'INSERM Transfert pour la valorisation, etc. Mais aujourd'hui, il y a énormément de goulot d'étranglement et il y a quand même de multiples tutelles académiques. Il y a une organisation qui n'est pas claire, qui n'est pas fluide. Quand il y a un projet de recherche, le transférer dans une société qui pourrait se monter pour lever des fonds importants et donner naissance justement à des candidats médicaments et à les développer, à les pousser en développement clinique et jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Je pense qu'en France, on n'est pas du tout au niveau de ce côté-là.
Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, où c'est dans la culture hospitalo-universitaire, on aide les projets de recherche, on les soutient, les scientifiques sont même à l'origine de la création de sociétés pour lever des fonds et créer des biotech qui développent ces médicaments. Donc sur cet aspect-là aussi, je pense qu'on a beaucoup à faire et à développer en France. Et le troisième point, c'était sur l'organisation hospitalo-universitaire et les soins. Donc là, je me fais la porte-parole de Laurence Thiénot. Laurence Thiénot a fait un tour de France des centres hospitalo-universitaires ces derniers mois. Donc elle est allée dans 12 CHU. Clairement, sur le terrain, on voit aussi que c'est très hétérogène. Les pratiques sont vraiment différentes. Donc on peut imaginer que pour un promoteur qui veut mettre en place un essai clinique, quand il doit venir en France faire un essai, d'un centre hospitalo-universitaire à l'autre, il n'y a pas les mêmes structures en place. Parfois, il y a des CIC, des comités, des centres d'investigation clinique. Parfois, il n'y en a pas. Donc, les contacts sont différents. Parfois, il y a un contact unique, c'est structuré. Il y a une organisation locale qui s'est mise en place, qui est très bien définie, et avec une personne qui coordonne, qui centralise et qui met en place tous les essais cliniques, la pharmacie qui est impliquée ou pas. Et parfois, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, j'entends que c'est très bien. La filière, il y a des projets, il y a des chefs de projet qui sont nommés, qui prennent en charge les projets du début à la fin. Mais c'est souvent des pratiques locales. Il n'y a pas d'harmonisation. On travaille beaucoup en silo, avec des procédures très différentes d'un centre hospitalier à l'autre. Donc encore une fois, pour avoir une recherche clinique attractive et facilitatrice pour attirer les essais et aussi leur mise en place, je pense qu'un petit peu d'harmonisation au niveau hospitalo-universitaire, au niveau des soins, ça faciliterait aussi grandement le développement des essais en France. Très bien, merci beaucoup. On donnera la parole à la NSM juste après. Thomas, le point de vue de l'industriel, en France, comment ça se passe pour les essais cliniques par rapport aux autres pays ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez déjà pas mal parlé, j'en suis ravi, de la dimension des essais à promotion industrielle. Je vais peut-être commencer par, moi, partager le sentiment d'enthousiasme sur les dynamiques d'innovation aujourd'hui dans les portefeuilles des essais cliniques, dans les portefeuilles des industriels, et donc le nombre d'essais cliniques considérables qui portent sur le champ des maladies rares. Il est vrai, on le dit souvent, quand on regarde les portfolios industriels aujourd'hui, une dynamique d'innovation comme nous n'en avons pas connue depuis très 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 longtemps, dans des tas de domaines thérapeutiques, et c'est particulièrement vrai dans le champ des maladies rares. Et il faut quand même qu'on s'en réjouisse. Après, la question, c'est quand est-ce que ça va arriver aux patients, évidemment, mais qu'on s'en réjouisse aujourd'hui. Juste quelques chiffres, on a plus de 1000 essais cliniques aujourd'hui dans les portfolios industriels qui portent sur le champ des maladies rares. Ces essais cliniques, il y en a un certain nombre il y en a un tiers à peu près qui sont déjà en phase 3, donc des promesses thérapeutiques qui sont proches. On verra si elles passent les barrières de la preuve nécessaire pour obtenir une AMM, mais proches de l'arrivée au marché. Si on regarde aussi factuellement le nombre d'AMM, et vous avez publié récemment à l'Agence du médicament sur le rapport d'activité, on a plus de 22 AMM en 2018 qui portaient dans le domaine des maladies rares, et si on se positionne 5 ans en avant, on en avait moins de 10. Donc on a multiplié par 2, a été multiplié par 2, le nombre de produits sur lesquels le bénéfice-risque a été jugé par les autorités réglementaires suffisamment solide et satisfaisant pour être mis à disposition des patients en Europe. Alors évidemment, toutes ces promesses thérapeutiques, vous les connaissez, on en a parlé ce matin, il y a de la mucoviscidose, il y a de la myotrophie spinale, il y a l'angioédème héréditaire, il y a la maladie de Fabry depuis longtemps, etc. etc. Je ne vais pas toutes les citer, on sait que le besoin est là. 95% des maladies rares n'ont pas de réponse thérapeutique aujourd'hui, mais les promesses, elles sont aujourd'hui disponibles dans les portfolios de l'industrie des entreprises du médicament. Et évidemment, issu aussi de projets de recherche académique. Je ne veux pas du tout opposer les deux en disant ça, mais il y a une dynamique forte d'innovation et il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir d'autant plus que, on le sait tous aussi dans cette salle, la dynamique qui se crée autour des nouvelles approches thérapeutiques, de thérapie génique et de thérapie cellulaire, Dieu sait comme elle va poser des tas d'autres questions qui vont aller bien au-delà de la question de la recherche clinique. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus loin, mais elles sont là aussi pour répondre notamment au champ des traitements de patients souffrant de maladies rares. Alors, Catherine, tu poses la question de savoir comment est-ce que ça se passe en France. Donc, je voudrais juste peut-être résumer autour de 4 mots-clés ce qui conduit un industriel à positionner un essai clinique ou qui permet à un industriel de réaliser son essai clinique sur les territoires français. Il y en a un qui concerne l'organisation, un deuxième mot-clé qui concerne la rapidité, un troisième mot-clé qui concerne évidemment l'accès, et il y a un quatrième mot-clé qui concerne l'expertise.
Donc si je regarde ça, et là cette fois-ci peut-être de façon un peu plus nuancée et peut-être un peu moins positive, il y a des choses qui marchent bien, d'autres moins bien sur le territoire. D'abord, peut-être pour nuancer quelques-uns des propos que vous avez tenus, Madame Monet, ou tout à l'heure dans la salle, oui, nous perdons en compétitivité, en attractivité sur le territoire français en général pour ces essais cliniques à promotion industrielle. C'est certain, vous l'avez dit, nous sommes passés en 4e position. L'enquête que nous menons tous les 2 ans, nous étions en 3e position là, il y a quelques années, tout domaine thérapeutique confondu. Néanmoins, et on est aujourd'hui dans cette manifestation rare, nuançons, il y a des domaines thérapeutiques sur lesquels cela fonctionne encore plutôt bien, et celui des maladies rares en fait encore partie, et c'est tant mieux, et on a des atouts pour continuer à ce que ça se passe au mieux sur le territoire français, et donc pour pouvoir faire bénéficier aux patients français de la première accès qui existe, l'accès précoce associé à la recherche clinique. Alors pour ce faire, donc si on regarde organisation, quand je pense organisation organisation des soins, organisation des filières, organisation des centres de référence. Vous l'avez dit, Monsieur Peffot de la Tour, et ça a été dit X fois, c'est évidemment les effets du plan national maladies rares sont des effets extrêmement contributifs à l'organisation d'une filière qui va de la recherche aux soins et en passant par évidemment l'accès à l'innovation thérapeutique. Et ça, il faut absolument qu'on capitalise là-dessus. Le plan national maladies rares pose ça a été dit aussi ce matin, pose des éléments forts aussi dans le domaine de la recherche clinique. Il faut maintenant qu'il y ait des réalisations qui soient associées à tout ça. Ça, c'était pour l'organisation. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est, pardon de le dire comme ça, Monsieur Peffot de la Tour, c'est vous et tous les collègues des centres de référence, des centres hospitalo-universitaires, qui êtes présents, qui êtes, pour un certain nombre d'entre vous, avec une renommée internationale qui permet aussi de capitaliser sur l'expertise des équipes et académiques et de recherche clinique, investigateurs qui sont présents sur les territoires. Et ça, on peut s'en réjouir. Et la structuration qui existe dans ce domaine-là en France est saluée en Europe. Et la compétitivité qui existe au sein des entreprises du médicament pour savoir à quel endroit est-ce qu'on implémente un essai clinique, eh bien évidemment s'appuie sur cette notion d'expertise présente sur le territoire français. Et elle est bien plus forte ici que dans d'autres pays européens. Donc ça, c'est ce qui va bien. Et c'est encore une fois 2 facteurs qui conditionnent le choix d'amener ou de diriger un essai clinique sur le territoire français. Alors, plus nuancé, la rapidité et les délais. Vous venez d'en parler longuement, donc je ne vais pas être beaucoup plus long que ça. Je laisserai évidemment ma voisine de droite souligner, mais je vais souligner d'abord et avant tout. Non, je ne vais rien dire du tout, Christelle. Je vais simplement dire que je vais souligner le travail considérable qui a été fait par l'Agence du médicament depuis maintenant 18 mois à peu près, qui a été objectivé par une réduction assurément importante. Je ne dirai même pas les chiffres, je vous laisserai, Christelle, les citer, importantes des délais d'autorisation. Mais comme vous le savez, comme ça vous a été dit aussi précédemment, les délais d'autorisation, c'est un binôme, pardon de le dire comme ça, Comité de protection des personnes, Agence du médicament. On ne peut pas en dire autant aujourd'hui de ce qui concerne les comités de protection des personnes. Et donc ce facteur délai est un facteur qui est effectivement désattractif pour le territoire français. Et une des raisons pour laquelle l'Espagne, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, est passée en 3e position européenne sur les essais cliniques, c'est que l'autorisation de la composante éthique de l'essai clinique en Espagne, elle n'est pas de 90 jours comme en France, mais de 11 jours. Alors soit l'Espagne ne considère pas les mêmes items dans sa composante éthique, ce qui est probablement vrai pour certaines parties, puisque voilà, mais la dimension éthique, c'est une dimension partagée par de nombreux pays européens sur des standards qui sont discutés au niveau international. Donc le sujet délai reste un problème et doit être résolu rapidement parce que cette compétitivité au sein des groupes pharmaceutiques, au sein des entreprises du médicament, elle est de plus en plus forte entre chacune des filiales qui veulent évidemment avoir les essais sur le territoire pour répondre aux besoins des patients nationaux. 4e point, l'accès. Je ne vais pas être très long parce que, merci Catherine, je ne serai pas très long, je te promets, ça vient d'être largement débattu. Mais je vais ressouligner un point sur les considérants d'accès, c'est qu'au-delà des mécanismes d'évaluation et de financement qui sont à revoir assurément, ça a été longuement partagé précédemment, on a aussi un sujet tout bêtement des délais. Je veux dire qu'aujourd'hui, dans le champ des maladies rares, lorsque le dossier est déposé à l'autorité d'évaluation, la Haute Autorité de Santé, mais ensuite, après son évaluation par la HAS et la fixation d'un prix par le Comité économique des produits de santé, plus de 500 jours, et c'est documenté précisément pour les maladies rares, 500 jours pour pouvoir bénéficier à tous les patients qui sont redevables de tel ou tel domaine thérapeutique, dans le domaine des maladies rares, c'est dramatique. Et ça, évidemment, c'est aussi un signal très négatif pour une entreprise du médicament
en termes de confiance que le pays peut donner à l'entreprise en disant venez chez moi, d'ailleurs je vais faciliter l'accès du traitement lorsqu'il aura démontré ses preuves pour les patients qui en sont redevables. Et donc évidemment, cette perte de confiance est un élément très désincitatif aussi pour l'attractivité du territoire. Si je puis me permettre un dernier point, j'en ai cité 4, un autre élément qui a été rebondi sur ce qui a été dit précédemment sur la table ronde, c'est la notion d'anticipation et de dialogue précoce, aussi bien qu'il soit sur le champ du scientifique, les dialogues construits, organisés avec les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, dans une dimension des choix de développement clinique, mais aussi sur les considérants d'accès au marché, ça a été dit aussi précédemment, c'est comment est-ce qu'on se positionne pour un médicament qui, demain, pourrait être la réponse thérapeutique tant attendue par un certain nombre de patients, et comment est-ce qu'on peut se positionner pour s'assurer que même si ces méthodes, ces approches de développement sont spécifiques au champ des maladies rares, eh bien, ils pourraient être accédés au marché dans telle ou telle condition, en anticipant et en discutant de façon précoce, notamment avec les pouvoirs publics. Voilà quelques mots. Merci. Donc, Madame Ratignier-Carbonel, déjà, on vous remercie doublement parce qu'il a été souligné dans la journée que les autorités n'avaient pas répondu positivement. Donc, merci d'être là. Donc, je pense que l'ANSM, ça a été souligné à un double défi, puisqu'il y a une notion de rapidité d'accès et il y a une notion de sécurité. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place actuellement ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs pour la tenue de cette table ronde, parce que c'est en effet important de pouvoir partager les éléments sur les essais cliniques. Dans le titre de la table ronde, je pense qu'on pourrait peut-être ajouter un adjectif après accès, c'est comment promouvoir l'accès sécurisé aux patients français. Puisque, en effet, nous sommes tous confrontés, lorsque nous devons autoriser des essais cliniques, à un délicat équilibre entre l'accès le plus précoce possible pour les patients, mais dans un environnement le plus sécurisé possible. Et c'est notre travail, en effet, au quotidien. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par ma voisine. Donc, voilà, j'ai quand même quelques éléments, en effet, supplémentaires à indiquer. Et par rapport aussi à ce qui a pu être dit sur la table ronde précédente, donc, en effet, entre 2015 et 2017, il y a eu une diminution importante du nombre de demandes d'autorisation d'essais cliniques au niveau français. Donc, lorsqu'on regarde maintenant les chiffres entre 2017 et 2018, et je ne peux que m'en féliciter, nous avons une augmentation de 10% du nombre de demandes d'autorisation. Cela ne veut pas dire que tout est gagné, mais on voit qu'il y a à nouveau une augmentation de ces demandes d'autorisation d'essais cliniques. Comme cela a été dit par Madame Honnet, en effet, face à ces éléments, et notamment dans le champ de l'innovation, nous avons souhaité mettre en place un certain nombre d'éléments qui permet à la fois d'allier donc cette rapidité, évidemment dans un environnement sécurisé, avec une évaluation qui soit la plus sécurisée possible, parce que c'est ce qui compte, c'est-à-dire que le patient puisse être intégré dans des essais cliniques le plus rapidement possible, mais bien évidemment pas au détriment de la sécurité, et ça c'est un point qui est important. Donc cela a été dit, nous nous sommes organisés pour essayer donc de relever ce double défi qui n'est pas forcément simple au quotidien. Et juste quelques chiffres en termes d'attractivité. Nous étions en 2017 au-delà du délai réglementaire d'autorisation, c'est-à-dire que normalement le délai réglementaire est de 60 jours. Bien évidemment, que ce soit pour les industriels ou les académiques, l'objectif est d'avoir l'autorisation le plus rapidement possible. Donc lorsque l'on tangente les 60 jours, et si on est même au-delà des 60 jours, évidemment, l'attractivité est moindre. Donc l'organisation que nous avons mise en place a permis en effet de pouvoir diminuer les délais, puisque nous sommes aux alentours de 45 jours sur l'ensemble de l'autorisation des essais cliniques pour l'autorisation qui concerne la NSM, en effet. Je ne parle pas des CPP qui sont sous l'égide, en effet, du ministère de la Santé, mais il y a des réflexions qui sont en cours pour faire évoluer le dispositif et qu'il soit, en effet, plus agile pour pouvoir, en effet, avoir ces délais les plus rapides possibles.
Donc, cela a été en effet indiqué. Nous avons mis en place 2 dispositifs que l'on appelle donc de fast track, avec l'objectif d'avoir un accompagnement le plus tôt possible des promoteurs, que ce soit industriels ou académiques, dans le dépôt d'autorisation d'essais cliniques. Avec 2 dimensions, vous avez des essais cliniques qui arrivent où la molécule a déjà été testée, et donc de ce fait, forcément, l'évaluation est moins critique, est moins sensible. Donc de ce fait, nous avons des délais, et donc notre objectif est d'avoir des délais qui soient aux alentours donc, de 25 jours, donc bien infra-réglementaires, hein, puisque nous sommes toujours sur des délais normalement de 60 jours. Et de l'autre côté, pour les produits que l'on considère comme innovants, donc notamment première molécule, première indication, l'objectif est en effet d'avoir un accompagnement avec notamment des réunions de pré-soumission, donc avec le promoteur, donc bien en amont, entre 2 et 6 semaines avant le souhait du dépôt par le promoteur, pour échanger sur les items en effet de l'essai et la meilleure façon de procéder en effet à ce dépôt, et avec un objectif de rendu d'autorisation aux alentours de 40 jours. Je vous prends encore quelques secondes. Donc ça, c'est la partie en effet essai clinique. Tout à l'heure, il a été aussi mentionné le sujet du positionnement en effet de la France au niveau de l'Agence européenne du médicament. Alors, on est un petit peu au-delà de la table ronde, mais cela fait le lien. C'est-à-dire que si nous sommes présents au niveau des essais cliniques, nous sommes également très présents au niveau du Scientific Advice Working Party à l'Agence européenne du médicament, où en effet la très grande majorité des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour des produits innovants passent par le SOP, très clairement pour avoir en effet un avis. Nous sommes très présents en termes de rapporteurs sur ces sujets, à la fois donc, dans des domaines d'onco-hématologie, mais également dans les domaines en effet des maladies rares, et également d'autres domaines infectieux et neuro, et c'est quelque chose qui est important. De même également, au niveau du CHMP, hein, donc du Comité européen des médicaments à l'Agence européenne, donc, qui est maintenant à Amsterdam, en effet, la France était plutôt en recul sur ce qu'on appelle les rapporteurships, puisque lorsque vous avez une demande d'AMM au niveau européen, vous avez un rapporteur et un co-rapporteur. Et ensuite, les autres États sont ce que l'on appelle des États destinataires. Donc, bien évidemment, si vous voulez imposer votre vue et votre voix, alors imposer ou en tout cas donner du poids à votre vue, il est important d'être rapporteur ou co-rapporteur. Les États, évidemment, destinataires commentent également, mais il est important d'être rapporteur ou co-rapporteur. Sur les années passées, en effet, la France, eu égard à des sujets notamment de moyens hein, en termes de ressources humaines, n'était pas en capacité de pouvoir être présent quelque part, je dirais, à la hauteur à la fois de son expertise, également aussi à la hauteur de ce que la France représente. Et depuis un petit peu plus d'1 an, nous avons pu revenir dans le jeu et donc dans le champ européen de manière importante, puisque nous sommes rapporteurs d'un certain nombre de dossiers, et je pense que nous allons probablement tangenter la 3e place en termes de rapporteurship, ce qui est très important. Donc c'est toute une dynamique. Cela va des avis scientifiques, cela va au niveau des essais cliniques et également ensuite au niveau de l'Agence européenne du médicament en tant que rapporteur et co-rapporteur. Donc c'est toute une stratégie et toujours avec cet équilibre indispensable où nous devons évidemment aux patients un accès sécurisé, le plus tôt possible, mais le plus sécurisé possible. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment indispensable pour nous. Jamais je ne sacrifierai la sécurité pour le délai en termes d'accès pour les patients, mais on est en capacité de faire les deux, de faire quelque chose de rapide, d'agile et dans un environnement sécurisé. D'accord, merci. Peut-être juste une question avant de passer la parole à nos 2 derniers intervenants. Justement, sur ce process fast-track, sur la période de mise en place, quel bilan vous faites et est-ce qu'il y a des étapes futures ? Oui. Alors, nous avons mis donc les deux premiers fast-track dont je parlais, qui sont entre guillemets sur des médicaments classiques, pas les médicaments de thérapie innovantes. Nous avons mis en place un fast-track depuis l'automne, donc là j'ai peu de choses en effet à dire à ce stade. Mais pour les autres, donc les médicaments en effet que l'on considère tout de même innovants, nous avons donc un petit peu plus d'1 an de recul. Et ce que nous avons pu voir, c'est que cela fonctionne. Donc c'est sur le volontariat
des promoteurs, bien évidemment. Donc, les promoteurs ou industriels ou académiques ont le choix de pouvoir déposer en fast track ou pas. Donc, de mémoire, nous avons sur le premier fast track, donc pour produits innovants, nous avons une vingtaine de dossiers qui ont été déposés. Donc, ce qui montre que cela, voilà, a rencontré en tout cas un certain public. Et le délai moyen, en effet, était infra à 40 jours. Donc, on était de mémoire à 33 ou 35 jours. Et pour le deuxième fast track, qui est en effet donc sur les produits qui ont déjà eu une évaluation et donc qui viennent en effet probablement pour une autre indication, une vingtaine de dossiers également, et avec à peu près 15 jours en moyenne d'autorisation. Donc cela fonctionne, donc notre pilote a fonctionné, comme le disait Madame Honnet, cela a été présenté, donc nous pérennisons ce dispositif Fast Track et nous l'avons étendu aux médicaments de thérapeutique, donc de thérapie innovante. Comme vous le savez, les délais d'autorisation sont différents, hein, ça peut aller jusqu'à 180 jours, et avec un objectif en effet, dans ce cas du Fast Track, de pouvoir avoir des délais d'autorisation à 110 jours, donc ce qui réduit en effet considérablement le délai, avec un accompagnement important, et j'ai en mémoire des essais cliniques sur une maladie rare en effet spécifique où voilà, l'autorisation a été donnée de manière extrêmement rapide dans une soixantaine de jours, avec un accompagnement très proche entre le promoteur et évidemment et l'agence. Donc c'est possible, ça marche, ça demande une mobilisation en effet importante, c'est de la gestion du risque au quotidien, c'est-à-dire de savoir jusqu'où on est en capacité d'aller. Cela veut donc dire qu'il faut être agile et qu'il faut échanger, qu'il faut dialoguer pour essayer en effet d'avoir quelque chose qui soit le plus équilibré possible. Et je suis confiante que cette évolution en termes de dynamique et de trajectoire soit aussi suivie avec les CPP. Il y a beaucoup de réflexions qui sont mises en place par le ministère de la Santé pour en effet avoir également une agilité, puisque bien évidemment avec le nouveau règlement européen, ce sera une seule autorisation qui est commune. Donc quelque part, je dirais que là, nous jouons le rôle de locomotive, puisque voilà, nous avons voilà. Et donc mon souhait, c'est que voilà, il y ait deux locomotives et qu'il n'y ait pas une seule locomotive. Et je pense que voilà, on arrivera à relever ce défi tous ensemble. Très bien, merci. Donc, Monsieur Sandrin, vous représentez la BNDMR. Donc, quel est le rôle de la BNDMR dans l'inclusion des patients ? Alors merci beaucoup. Alors la BNDMR, déjà je vais révéler le secret, c'est donc ça veut dire Banque nationale de données maladies rares. Hein, cet acronyme est un peu complexe. Cette BNDMR, donc on a parlé déjà du plan national maladies rares à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on est dans le plan national maladies rares 3. La BNDMR, elle a déjà été mentionnée dès le PNMR 2, donc qui date de 2011, avec déjà identifié l'objectif. Cette banque de données permettra en particulier d'identifier au niveau national des patients susceptibles d'être éligibles pour l'essai clinique d'un nouveau médicament ou d'un nouveau dispositif médical. Donc c'est une des finalités de cette base de données. Cet objectif d'utiliser les bases de données comme un outil, on a parlé du fait d'avoir structuré l'offre de soins et d'avoir des outils qui permettent d'avoir une organisation efficace. Le fait que les bases de données jouent un rôle là-dedans, c'est quelque chose qui a été repris à plusieurs reprises. Par exemple, en juin 2018, dans le rapport de l'Académie nationale de médecine sur les essais cliniques, qui liste parmi ses pistes de réflexion le fait de pouvoir inclure des patients qui sont identifiés à partir de registres et de bases de données. Le but, c'est comme ça de pouvoir dire si on souhaite lancer un essai clinique sur une pathologie donnée ou pour des patients répondant à des critères d'inclusion spécifiques, bien de savoir tout de suite combien sont ces patients, ou dans quel hôpital sont-ils pris en charge, et donc comment pouvoir les recruter dans l'essai clinique. Alors comment ça se décline du coup une base de données comme celle-là ? Il faut des outils informatiques qui permettent de collecter les données. Donc ces données, elles sont saisies soit directement sur Internet, on a une application web qui permet aux médecins de saisir les données. On a aussi un recueil des données qui se fait directement dans ce qu'on appelle les dossiers patients informatisés. Ce sont donc ces outils informatiques qui sont tout de suite à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, tous les hôpitaux utilisent un outil informatique, donc c'est déjà dedans qu'on fait ce recueil de données. Le problème, c'est de déployer ces outils partout sur le territoire, puisqu'on a parlé de ces fameux centres de référence. Ces centres, ils se déclinent sur des sites maladies rares, et des sites, il y en a 2228 en France.
Il faut s'imaginer, ce sont donc 2228 équipes différentes qui sont situées sur 114 établissements de santé différents, absolument sur toutes les régions de France. Donc il y a un déploiement qui se fait très progressivement. En l'occurrence, d'ores et déjà, 80% de ces 2228 sites sont déjà équipés d'une façon de saisir les données dans la BNDMR. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils le font tous, puisque, encore une fois, derrière, ce sont 2228 équipes, donc il faut former, et puis qui, petit à petit, vont adhérer à ce déploiement des données. Quelles sont les données qui sont saisies dans la BNDMR, justement, et qu'est-ce qui peut être utile pour ces essais cliniques? Donc, c'est une banque de données nationale pour toutes les maladies rares. Donc, d'habitude, un registre, ça va être sur seulement quelques pathologies, donc ça va tout de suite avoir des éléments très précis sur la pathologie en question. Mais comme on le sait, les plus de 6000 maladies rares sont toutes très différentes. Donc, nous, pour faire une base de données qui permet de saisir des données pour toutes ces pathologies, eh bien, on recueille simplement ce qu'on appelle le set de données minimum maladies rares. Donc ce set de données minimum, il permet notamment de renseigner un diagnostic et un certain nombre d'éléments qui sont communs à toutes les maladies, l'âge au premier signe, l'âge au diagnostic, un certain nombre d'éléments sur la prise en charge et sur le parcours de soins. Ce sont donc des éléments qui peuvent répondre à un certain nombre de critères qui sont susceptibles d'être ceux pour l'inclusion dans des essais cliniques. Donc actuellement, dans la Banque nationale de données maladies rares, il y a 500 000 patients qui sont répertoriés. Ça représente 4700 maladies différentes, donc on ne couvre pas toutes les pathologies, comme je disais. En tout cas, dans la base de données Orphanet, il y a plus de 6000 pathologies. Puis, bien sûr, comme ça a déjà été dit, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de diagnostic. Donc, mais on a déjà cette représentativité-là et répartie sur 49 établissements de santé différents. L'intérêt étant aussi, du coup, d'avoir dans un même endroit des données sur des établissements différents, puisque bien sûr, pour des raisons réglementaires, puisque effectivement, il faut promouvoir l'accès sécurisé aux patients, bien sûr, la sécurité des données est telle qu'on peut avoir les données au sein d'un hôpital, on peut regarder tout de manière transversale au sein d'un hôpital, mais pas entre deux hôpitaux. Donc bien sûr, si on veut lancer un essai clinique sur toute la France et qu'on veut savoir pour une pathologie donnée combien de patients dans toute la France, on est assez vite coincé, donc d'où l'intérêt de ces registres nationaux. Donc aujourd'hui, comment la BNDMR est utilisée? Dans nos outils de saisie, il y a déjà un certain nombre de médecins qui vont utiliser ces outils dans lesquels donc, on peut saisir précisément le diagnostic de manière structurée, donc dire très précisément, voilà, c'est tel code Orphanet, telle maladie Orphanet qu'a ce patient. Donc on peut extraire des listes de patients. Et ensuite, les médecins peuvent discuter entre eux pour agglomérer une liste de ces patients en vue d'un essai clinique. Et puis sinon, il y a des sollicitations directement de la BNDMR. Mais cette chose, ces sollicitations vont aller s'accroissant à mesure que ce déploiement sur toute la France va se faire, puisqu'encore une fois, ce réseau, il est très complexe, très étayé, le réseau d'expertise maladies rares en France. Merci. Donc, Madame Guéguen, vous représentez Radico. Donc, un peu une question, quel est le rôle de Radico dans la constitution des cohortes et dans la collecte de données? Alors, pour rappel, Radico, en fait, c'est un programme national financé par le PIA Grand Emprunt et l'ANR. Donc, dans ce programme, donc, qui est coordonné par l'INSERM et par le professeur Serge Selem, généticien à Trousseau, il y a eu une création d'une unité, d'une plateforme qui s'occupe à mettre en place des cohortes. Donc, il y a eu un premier appel à projet dans le cadre de ce programme, et il y a eu mise en place de 13 cohortes maladies rares qui regroupent 67 pathologies maladies rares. Donc, sur plusieurs pathologies, il y a plusieurs pathologies maladies rares par cohorte. Et donc, on se base effectivement sur des données qu'on a obtenues, entre autres, par la BNDMR pour cibler les patients. Et puis ensuite, on enrichit, puisqu'en fait, toutes les cohortes ont pour objectif principal d'étudier l'histoire naturelle de la pathologie, puis ensuite, en objectif secondaire, tout ce qui est corrélation phénotype-génotype, et puis aussi qualité de vie, etc. Donc, plusieurs objectifs différents par cohorte. Sur cela, on est dans le plan national maladies rares, donc dans les groupes de travail et dans les actions du PNMR3 et dans le JP également. Donc on a aussi pour objectif d'ouvrir à l'international. Donc on a 2 de nos cohortes qui ont ouvert des centres en Europe, avec la complexité qu'il y a aussi là à faire des soumissions réglementaires dans les autres pays et d'obtenir l'ouverture de ces centres.
Et puis un des objectifs, effectivement, une fois qu'on a constitué ces cohortes qui sont en cours là, de recrutement et de suivi, hein, puisque certaines ont un suivi de 10 ans, de 5 à 10 ans, et des périodes de recrutement qui s'échelonnent entre 2 ans à 5 ans pour certaines d'entre elles. Il y a aussi objectif de constituer, parce qu'il y a beaucoup d'items qui sont collectés via un ICRF électronique en ligne, hein, où les médecins rentrent eux-mêmes via un réseau. On est effectivement basé sur les filières, maladies rares sur tout le territoire, qui remplissent les données dans notre logiciel REDCap. Et on a une quantité de variables qui est quand même impressionnante, puisqu'on peut avoir 20 000 variables pour chaque pathologie, qui définissent bien non seulement la pathologie, les antécédents familiaux, les prises de médicaments depuis le diagnostic, puis ensuite, donc, il y a les cas prévalents et les cas incidents qui sont dans notre base de données. Et donc, pour objectif aussi de cibler pour des essais cliniques. Et sur cela, on s'adosse des projets de recherche spécifiques qui veulent répondre à d'autres questions scientifiques qui viennent au cours du temps ou qui sont aussi posées par des industriels, puisqu'on a des partenariats publics-privés aussi sur certaines de nos cohortes. Et nous travaillons avec Insert Transfer pour mettre en place des projets de recherche spécifiques avec industriels pour pouvoir souvent transmettre des dossiers à l'HAS et à la commission de transparence. Donc voilà comment on est organisé au niveau de Radico. Peut-être à tous les deux, justement, dans cette quête, un peu dans cette collecte des données de santé, inclusion des patients, quelles sont les difficultés que vous rencontrez l'un et l'autre, et quelles seraient vos recommandations pour peut-être un meilleur maillage entre les acteurs? Alors déjà, effectivement, un des problèmes, c'est effectivement ce qu'on a discuté ce matin, c'est-à-dire que Radico donc, a 3 pôles d'activité, hein, principalement, hein, tout ce qui est système d'information, justement, pour travailler avec d'autres acteurs qui gèrent des bases de données, et puis même d'autres partenaires pour permettre l'interopérabilité des bases, la création des bases de données, etc. Un pôle qui est plus dédié recherche clinique, pour lequel on a des arcs, mais on voulait se baser sur les filières pour tout ce qui était collecte de données. Et effectivement, comme on l'a dit ce matin, certaines filières ne reçoivent pas leur financement, donc du coup se retrouvent sans possibilité de recruter des techs, donc font appel parfois à Radico pour aussi faire la collecte, aussi bien la collecte que la vérification des données. Donc ça peut nous poser un problème d'être sur les, d'organisation. Et ce qui serait bien, effectivement, c'est que les filières, on puisse mieux travailler avec les filières, qu'elles reçoivent leur financement pour pouvoir, elles, faire la saisie, avoir du temps dédié pour rentrer les données dans les bases. Et puis nous, derrière, faire notre travail de monitoring dans les centres avec des arcs et puis des chefs de projet et nos statisticiens pour faire les bilans et les analyses statistiques. Oui, pour compléter sur le cas de la BNDMR, qui est du coup un petit peu dans une logique différente, puisque c'est une cohorte de nature assez différente. C'est clair que la difficulté de la collecte des données est qu'elle se fait sur le temps médical, donc il faut trouver quand même le temps pour cette collecte. Une autre difficulté, c'est, comme je vous le disais, on essaie de collecter les données directement au sein des systèmes informatiques qui sont mis en place dans les hôpitaux. Or, l'informatique est plein de promesses, c'est plein aussi de contraintes et de difficultés, donc on a des difficultés techniques. Et il y a aussi un aspect de difficulté qui est sur la mise en place de la gouvernance adéquate, puisque typiquement, quand un industriel souhaite lancer un essai clinique en France, ce qui est intéressant, c'est si on peut nous apporter une réponse très rapide sur combien de patients peuvent entrer dans l'essai. D'un autre côté, on ne peut pas fournir n'importe quelle donnée, n'importe comment. Donc on a bien sûr une gouvernance éthique et scientifique qui est en place. Et c'est tout le jeu de trouver quelque chose qui est suffisamment sécurisé pour respecter le droit des patients et toute la réglementation qui va autour, et en même temps être le plus efficace possible. Ensuite, donc ça c'est plutôt sur c'est une des clés du succès, je pense. Et ensuite, les autres clés du succès,
succès, effectivement, c'est ce soutien qui est fait par le plan national maladies rares avec des financements dédiés aux filières. Je pense qu'il y aura également la satisfaction qui va croître à mesure du fait que des essais cliniques seront de plus en plus lancés en s'appuyant sur des outils comme des registres, puisque du coup cette satisfaction peut créer un effet d'entraînement. Donc voilà, je pense que ce sont les principaux outils. Il y en a un autre qui est un peu plus pour dans quelques années, qui est de pouvoir collecter des données qui peuvent intéresser comme ça les essais cliniques, mais sans nécessité de saisie de données par les médecins. Donc là, on parle d'utiliser des outils d'intelligence artificielle qui, à partir des comptes rendus médicaux, peuvent extraire l'information désirée. Après, dans certains cas, c'est très simple. Quand l'information est déjà présente, si c'est un signe clinique qui est déjà écrit à la perfection, on le trouve facilement. Si on veut une information un peu fine, comme l'âge au diagnostic, et qu'il est écrit quelque part de manière très différente, très disparate d'un compte rendu à l'autre, il faut utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, ça s'appelle des réseaux de neurones, qui vont pouvoir trouver cette information. Mais bien sûr, ça prend un peu de temps et c'est pas encore en place aujourd'hui partout. D'accord, merci. Monsieur Pefol-Latour, Madame Honnet, vous avez tous les deux abordé un peu l'implication des patients, que ce soit dans la mise en place des essais cliniques dans le protocole, mais également toute la question de l'inclusion. Donc, est-ce que déjà les conditions sont réunies pour que les patients soient inclus? Est-ce qu'on peut correctement les identifier, les répertorier? Écoutez, en tout cas, moi, alors déjà, tout ce qui a été dit là, vraiment, je trouve, reflète parfaitement la situation actuelle. C'est vrai que l'organisation et donc les experts, mais qui découlent de l'organisation, sont en France, par contre, en effet, l'accès et puis la rapidité, ça, c'est une catastrophe. Bon, mais je trouve, moi, nouveau, entre guillemets, le nouvel obstacle auquel on est confronté depuis peu, c'est en effet le défaut d'inclusion, mais pas seulement parce qu'il y a les critères d'inclusion, mais aussi, j'ai envie de dire, par la mésinformation ou la mécommunication, en tout cas une information protocolaire qui n'est pas bien rendue par nous, experts, envers les patients, mais aussi au travers des réseaux. Des réseaux, pour le coup, alors là, je parle des réseaux sociaux. Et ça, j'ai trouvé, moi, que récemment, c'était une difficulté de plus. Et c'est pour ça que de plus en plus, dans la dissémination de l'information protocolaire, on est aidé par des patients qui sont partie prenante des centres de référence ou de la filière, pour expliquer les protocoles, pour expliquer la question posée, pour expliquer le médicament, pas seulement par la voie médicale, mais aussi par la voie patient. Et ça nous aide énormément, parce que voilà, c'est comme ça, les réseaux, les moyens de communication sont ce qu'ils sont, ce qui nous aide beaucoup au quotidien, mais qui peuvent être aussi quelquefois bloquants. Donc ça a été aussi quelque chose qui se surajoute au reste. En tout cas, voilà mon point de vue. Et vraiment, là, pour le coup, les filières avec les associations de patients qui sont maintenant partie prenante nous ont beaucoup aidés sur ce plan-là. Pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que justement les associations de patients, il faut les inclure bien en amont de la recherche clinique et des protocoles. Et il est important que des patients soient partie prenante de la revue et de l'élaboration des notes d'information et des consentements, par exemple. Et là, on verra que c'est beaucoup plus facile d'inclure ensuite si les patients ont été à bord de l'élaboration de ces notes d'information et de consentement, parce qu'ils peuvent transmettre bien mieux l'information. Et ils vont aussi aider à clarifier le message, justement, qui est souvent compliqué, expliquer la recherche clinique aux patients. Donc, je pense que les associations de patients ont vraiment un rôle important à jouer sur cet aspect-là. Et juste pour rebondir, je vous repasse le micro après, sur les bases de données, que ce soit les bases de données radicaux, les registres ou les bases de données spécifiques aux pathologies, je pense que ce qu'on entend à chaque fois, et sur lesquels les associations de patients peuvent aider aussi, c'est le temps homme pour la collecte des informations. Tout le monde est embolisé par la consultation, par tous les aspects administratifs, etc. Donc vraiment, là aussi, je pense que les associations de patients ont un rôle à jouer sur l'aide pour la collecte des informations. Parfois même, on peut aussi ouvrir l'accès aux patients sur certaines bases de données pour qu'ils rentrent eux-mêmes certaines informations. On ne parle pas d'informations médicales, bien entendu, mais au moins des informations sur des données juste épidémiologiques, qui y sont, où ils sont, par qui ils sont pris en charge, où est-ce qu'ils sont suivis, quelle est leur pathologie. Donc je pense qu'on peut aussi
profiter des patients sur cet aspect-là. Et une dernière chose, quand on parle de maladies génétiques, de maladies rares d'origine génétique, je pense que faire le lien avec les laboratoires de diagnostic, c'est aussi très important parce que ça peut être aussi un biais de renseignement pour les bases de données très important. Les diagnostics qui sont faits dans les laboratoires et à partir de là, on peut aussi capter les patients et au moins les identifier et être sûr que 100% des patients soient clairement identifiés et captés. Alors justement, pour répondre à vos questions, dans les cohortes radicaux, il y a toujours un binôme, un généticien avec un spécialiste de la... Donc c'est toujours le cas, un ophtalmo avec un généticien, et on passe par effectivement les laboratoires de diagnostic, comme celui de monsieur Serge Amsalem, par exemple. Ensuite, vous parliez des associations anciennement, avant d'être directrice scientifique de la plateforme Radico, j'étais responsable de la promotion à l'INSERM. Donc effectivement, à l'INSERM, on a un collège de relecteurs. En fait, tous les protocoles sont relus, toutes les notices d'information sont relues par effectivement des membres associatifs. Et pour ce qui concernait aussi les cohortes radicaux, il y a des membres des associations dans chacun des conseils scientifiques qui donnent leur voix sur les évolutions du protocole, etc. Et il nous avait été fait effectivement la proposition d'aider à la saisie, et administrativement, on n'a pas le droit. Voilà, on nous a dit qu'effectivement, enfin, les services auxquels on se réfère, on ne peut pas donner accès en fait, à des membres associatifs, à nos bases de données pour qu'ils collectent des informations sur d'autres patients dans nos bases de données. Donc on a eu un frein, enfin en tout cas c'était la réponse qui m'a été... J'ai trouvé l'idée de cette personne intéressante lors du CS et effectivement c'était la réponse qui m'a été formulée suite à cette proposition. Oui, je parlais pas seulement d'un patient qui entre les informations pour les autres patients, mais le patient lui-même qui est acteur lui-même et qui rentrerait on a ses propres informations dedans. Oui, à l'étranger, enfin ça existe, hein, dans beaucoup de pays, c'est les patients qui saisissent eux-mêmes et qui mettent le nom de leur médecin référent et après c'est au médecin de remplir les données médicales. Mais c'est dommage. Ouais. Bon, on a une cohorte qui est la cohorte de M. Mondel qui est justement faite sur ce principe-là, mais toutes ne le sont pas et effectivement on pourrait avoir plus de... Mais là, ça se limiterait vraiment à des données de base. On a des données très riches et effectivement, ça permettrait peut-être de cibler les patients, mais pas de collecter toutes les informations en tout cas. Thomas, peut-être une question. Quelle politique on peut mettre en place justement pour favoriser l'attractivité de la France pour les autres pays ? Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais pour reprendre ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire globalement la collecte et l'utilisation des données de santé dites entre double guillemets vie réelle versus les conditions expérimentales de la recherche clinique. Voilà, en vous écoutant à nouveau, mes questions qu'on ne cesse de se poser au sein des entreprises du médicament, c'est on a structuré un paysage en France depuis 10 ans ou 15 ans, avec des programmes d'investissement d'avenir, avec des cohortes aussi structurées que radicaux, avec des outils, des bases de données comme la BNDMR, avec des outils maintenant d'intelligence artificielle qui vont permettre l'exploitation de ces données-là, avec un système qui est en train de se construire qui s'appelle le Health Data Hub, qui permet de construire aussi une exploitation de données massive. Et franchement, là-dessus, la France a un temps d'avance, donc est potentiellement très attractif. La question qu'on se pose du côté entreprise du médicament par rapport à la question qui est posée là, comment promouvoir l'accès dans le cadre des recherches, c'est à quoi ça sert ? Je vais être un peu provoque en disant ça. Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à comprendre l'histoire de la maladie, ça sert à repérer, à favoriser du diagnostic, à repérer des comorbidités, etc. Mais sur la question du médicament et de l'évaluation du médicament, honnêtement, la question elle est restée posée depuis une dizaine d'années. Je dis ça de façon un peu provocatrice, évidemment, parce que on peut penser que la France a été assez en avance dans la dimension « j'utilise la donnée de santé à des fins de confirmation de la preuve clinique ». Et là, on parle d'un champ des maladies rares dans lesquelles, vous le savez tous, la preuve clinique, elle est quand même assez difficile à déterminer dans les standards des conditions expérimentales de preuve demandées par l'AMM, avec les conditions de sécurité que vous rappeliez, Christelle, qui sont juste indispensables. Mais par ailleurs, on sait bien que les études se mènent avec souvent en absence de comparateurs, sur des populations extrêmement limitées. Toutes ces questions-là ne sont pas nécessairement avec un niveau de preuve obtenu aussi important dans les standards expérimentaux que ce qu'on aurait dans d'autres domaines thérapeutiques. Donc, toute l'importance d'avoir effectivement la génération de données en aval
qui permettent à la fois d'assurer le suivi du patient, de mieux connaître l'histoire et la trajectoire de soins, les parcours de soins, mais aussi de confirmer de la preuve du bénéfice du traitement sur les questions de sécurité, mais aussi sur les questions d'efficacité, etc. Nous, moi je parle au nom des entreprises du médicament, la question reste posée de la bonne utilisation, et cette fois-ci, je vais le dire au sens large du terme, mais c'est absolument pas précisément vis-à-vis de la NSM, qui a plutôt pas mal structuré ces dernières années la dimension de la recherche épidémiologique, notamment sur les considérations de sécurité, mais globalement ça a été relativement peu fait dans les autres sphères de régulation au sens large, c'est-à-dire d'évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé, ou de prise en compte des données générées en conditions réelles pour revoir la valorisation d'un médicament. Donc ça, c'est un élément extrêmement important dans ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les maladies rares. Parce que les maladies rares continueront à être des maladies rares, continueront à être des maladies sur lesquelles population limitée, études à design complexe, etc., qui ne pourront avoir une confirmation de preuve que sur l'aval. Donc, essayer de trouver la clé qui va permettre de prendre en compte demain différemment la question de la donnée de santé d'aval dans globalement le système d'accès au traitement ou de valorisation des traitements, c'est un élément d'attractivité assurément majeur. Après, si je dois souligner 2 autres points très rapidement, souligner la notion d'expertise. On est dans un domaine où voilà, les patients sont limités, le nombre d'experts par champ thérapeutique sont limités aussi. On souffre globalement sur la problématique d'accès des traitements nouveaux aux patients, de quel expert peut travailler sur quel sujet. S'il est investigateur d'un projet de recherche clinique, malheureusement, il est relativement peu sollicité ou de façon très complexe, compte tenu des difficultés de gestion des liens d'intérêt dans ce pays, pour lui-même donner un avis sur le besoin thérapeutique ou sur la réponse thérapeutique apportée par le traitement. Mais l'expertise, elle est vraie aussi pour la représentation des patients au sein des institutions qui gouvernent l'accès au traitement. Je veux dire, aujourd'hui, avoir une place plus forte des patients dans ces instances, non pas en termes de gouvernance, de démocratie sanitaire, mais de façon très concrète, pour chaque cas thérapeutique, avoir une possibilité d'avoir une voix du patient exprimée au moins sur la considération du besoin médical ou de l'impact sur la qualité de vie d'un traitement attendu, ça nous paraît extrêmement aussi quelque chose sur lequel il faudrait qu'on avance assez rapidement pour que ça devienne plus performant, précisément pour le domaine des maladies rares. Et je vais juste citer un 3e point particulièrement vrai aussi pour les maladies rares de déterminisme génétique notamment, c'est que si on n'avance pas sur les questions associées à la production des traitements, on est en train de rapprocher de plus en plus l'enjeu de la production de l'enjeu de la recherche. Je veux dire, aujourd'hui, quand on pense recherche clinique dans le domaine des thérapies géniques ou cellulaires, on pense aussi, en tant qu'entreprise du médicament, à la question de la production, qui est extrêmement complexe sur le champ des thérapies géniques et cellulaires précisément. Et donc, intégrer cette dimension industrielle de la production associée de façon la plus proche possible, qui ne sera pas nécessairement sur le territoire français, mais au moins sur le territoire européen, c'est évidemment une façon de faciliter l'accès aux thérapeutiques, qui sont des thérapeutiques géniques et cellulaires pour un certain nombre d'entre elles. Juste quelques commentaires sur la place des patients. En effet, c'est quelque chose qui est indispensable et à chaque moment de l'instruction. Donc, en effet, depuis un certain nombre d'années à l'agence, la place des patients était de plus en plus importante et nous avons parachevé en effet cette implication avec la présence dans chacun de nos comités scientifiques permanents, donc constitués en effet à la fois de professionnels de santé et de patients. Donc nous avons 15 comités scientifiques permanents, nous avons des représentants d'associations de patients qui siègent de manière pérenne donc sur l'ensemble des sujets qui sont abordés. Et puis nous avons également la mise en place de comités spécialisés temporaires sur des thématiques et nous sommes très attachés à la transparence et à la diffusion, notamment en ligne, de l'ensemble des auditions que nous pouvons réaliser. Et je pense que c'est important. Et on le voit, c'est ce que disait M. Péfaut de la Tour. Le point de vue patient est indispensable, notamment dans les notices d'information, dans la façon de promouvoir en effet les essais. C'est quelque chose qui est très important. Je voudrais juste faire un petit aparté sur l'importance en effet d'avoir des essais cliniques. C'est quelque chose qui est indispensable et d'avoir des essais qui soient
dûment autorisé. Vous avez probablement dû entendre en effet récemment ce qu'il a pu se passer avec des essais sauvages qui ont été réalisés sur des personnes et des populations fragiles. Et il est important, en tout cas dans tout ce que nous pouvons nous mobiliser, de rappeler l'importance d'un essai. Je ne souhaiterais pas que ce type de déviance majeure jette un discrédit sur les essais cliniques. On a besoin des essais cliniques en France, c'est indispensable pour les patients, c'est indispensable évidemment pour l'accès et l'attractivité en effet de la France, mais il faut que cela soit dans un environnement évidemment qui soit dûment sécurisé. Donc ça c'est important. Et plus il y aura l'implication de toutes les parties prenantes, et notamment des patients, plus cette sécurisation sera importante et plus en effet la promotion pourra être évidente. Donc c'est vraiment ces deux éléments. Quelques points aussi sur les données en vie réelle. Donc, en effet, nous avons à l'agence, avec l'assurance maladie, mis en place un groupement d'intérêt scientifique qu'on appelle EPIFAR, c'est-à-dire une force publique qui est en capacité de pouvoir réaliser des études d'épidémiologie sur les produits de santé, que ce soit les médicaments ou les dispositifs médicaux, sur la base donc, notamment de l'assurance maladie. Donc, je ne sais jamais combien de millions nous sommes, 67, 68. Oui, on est, voilà, il y a à peu près 40 millions en effet d'assurés sociaux, et donc avec une puissance extrêmement importante. Et en effet, ce suivi en vie réelle est quelque chose d'important, puisqu'on le voit au niveau de l'Agence européenne du médicament, et notamment également avec ce que l'on appelle aussi soit les procédures PRIME ou Fast Track, arrivent au niveau de l'autorisation de mise sur le marché des produits de plus en plus précocement. Et donc, de ce fait, nous prenons tous un pari. Donc, en effet, il y a une autorisation de mise sur le marché, mais quelque part, c'est un pari, et il est important de pouvoir le suivre en vie réelle, de voir soit une confirmation, soit une affirmation. J'entendais mon voisin dire valorisation des médicaments, mais ça peut être aussi dévalorisation, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens. On fait tous un pari collectivement, y compris sur le sujet de la prise en charge dont l'agence ne s'occupe absolument pas, mais c'est un pari, et en effet, il faut pouvoir, à l'issue de ce pari, voir si c'est positif ou si c'est négatif, et réajuster en fonction. Donc ça, c'est en effet extrêmement important. Merci. Avant qu'on laisse la parole aussi à la salle, peut-être par rapport à la question qui était comment promouvoir l'accès, donc j'ai retenu sécurisé aux patients français. Dans votre champ d'expertise, est-ce qu'en une phrase, vous auriez une proposition à nous faire pour répondre à cette question ? Une phrase, mais je rebondis juste du coup sur ce que disait à l'instant Christelle Ratignier. Dire, arrêtons d'avoir une agence qui réfléchit à la méthode, une agence européenne qui réfléchit à la méthode, ça va être une phrase un peu longue, pardon. Une agence européenne qui réfléchit aux méthodes d'évaluation des essais cliniques. Une agence française qui contribue fortement à cette réflexion, qui elle-même a une réflexion sur les méthodes ou l'application de méthodes dans le domaine des essais dits de vie réelle, entre guillemets. Une HAS qui refait le travail. Et un CEPS qui parfois critique ce travail-là pour s'appuyer sur sa composante de prix. Vous avez à la NSM construit une force de frappe au fil des années dans le domaine de l'expertise de l'essai clinique. Oui, et si vous gérez la partie méthode dans l'ensemble, moi ça me va très bien. Ça évitera à d'autres de le faire et qu'elle fasse correctement le reste du travail. Mais moi je répondais à Catherine en une phrase pour donner plein de pouvoir à la NSM sur cette partie-là. En fait, aussi, je pense qu'on ne faut pas oublier, on parlait du CPP tout à l'heure, c'est que la loi Jardé, le changement de réglementation, a ouvert un champ au CPP qui était beaucoup plus large que ce qu'il avait au préalable. Donc lui s'est retrouvé dans son panier avec beaucoup plus de protocoles à analyser que l'ANSM qui lui a eu, je pense, une réduction, parce que, en tout cas c'est ce que je voyais en termes, quand j'étais responsable de la promotion, moins de dossiers qui passaient forcément CPP à ANSM et beaucoup plus que les 3 catégories concernent les CPP. Le CPP, lui, était vraiment beaucoup plus... avait des choses qui étaient hors recherche biomédicale qui est tombée dans son giron. Donc il y a aussi ça, c'est vrai que c'est peut-être une coordination entre les différents acteurs qu'il faut mettre en place et pas forcément tout dans le même panier d'un seul acteur, parce que derrière, malheureusement, on pense à la réglementation, mais il n'y a pas les moyens qui sont derrière, qui sont analysés en même temps qu'on donne des nouvelles missions aux personnes. On ne voit pas non plus quels sont les moyens qu'on leur donnerait pour réaliser ces missions. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faudrait
améliorer, c'est-à-dire que quand on donne la mission et qu'on change la réglementation, il faut essayer de peser le panier de chacun pour savoir effectivement quels vont être les moyens qui vont être alloués pour pouvoir réaliser les missions qui leur sont données dans les meilleures conditions. Je crois quand même, on a vraiment, je crois qu'il faut surtout arrêter de se saborder. C'est-à-dire qu'on a vraiment un réseau d'excellence que tout le monde nous envie. Et la finalité du médicament, en tout cas son évaluation, est terriblement impactante pour nous et on connaît les limites. Je trouve que la grande difficulté de la France, c'est finalement son jusqu'au boutisme de l'indépendance. C'est-à-dire que vous avez des instances qui n'ont plus de garde-fous. L'HAS, les CPP sont indépendants, complètement indépendants. Et donc le jour où, pour une raison X, ils bloquent un médicament, une autorisation, eh ben c'est fini. Et c'est ça le problème. C'est que quelque part, on est arrivé dans un système où on a des facteurs bloquants qui seront définitifs. Et pour un médicament qui se veut être un médicament avec des difficultés qui, à mon sens, sont plus importantes de développement dans le sens des maladies rares, avec le peu de patients, les difficultés de faire des essais randomisés, vous parliez tout à l'heure de contrôle. Maintenant, on ne nous demande plus des cohortes historiques bien faites, bien suivies, monitorées. On nous demande des cohortes contrôle contemporaine du médicament dans les maladies rares, avec des essais de phase 3 qui demandent des milliers de malades. Quand vous avez des investissements qui sont extrêmement importants, qui sont bloqués par des instances qui n'ont plus de garde-fous, eh ben on en arrive à ne plus être attractif, tout simplement. Moi, je dirais simplement, du coup, donc, sur mon domaine d'expertise, une solution pour promouvoir l'accès aux patients français, c'est donc que la BNMR soit déployée partout pour au moins aider à ce qu'on puisse justement faciliter ce recrutement des patients, et surtout quand il faut avoir quand même un nombre de patients significatif sur des maladies très très rares, et pour avoir cette information de manière très très rapide. Ça sera une solution. Je pense que probablement un mot important, c'est anticipation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important et à tout niveau. C'est-à-dire que le patient a besoin d'avoir une visibilité, et ça, c'est important. Évidemment, le professionnel de santé également. Et donc, il faut être en capacité, que ce soit évidemment les professionnels de santé, les patients, les autorités sanitaires et également les industriels, d'anticiper, de pouvoir en effet définir et décliner les obstacles, parce qu'il y en a et il y en aura de toute façon toujours, et ce n'est pas simple, pour essayer de pouvoir probablement mieux les surmonter et être en capacité d'anticiper et à chaque moment. C'est-à-dire qu'il y a en effet des éléments qui sont nécessaires pour les essais cliniques et donc qui vont concourir à l'autorisation de mise sur le marché. Et puis il y a le passage ETSI, il y a le passage en effet HAS, et on le sait tous, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une AMM, c'est-à-dire que c'est ce que je dis toujours à mes équipes, c'est-à-dire qu'on ouvre et on ferme la porte, hein, on a la lourde responsabilité à l'agence d'ouvrir et ou de fermer la porte, donc c'est important, mais la porte, elle est ouverte si ensuite, derrière, bien évidemment, il y a une prise en charge. Et donc il faut bien qu'il y ait cette anticipation dès le départ, de voir en effet ce qu'il est nécessaire pour construire quelque chose. Il y a aussi le sujet de la valorisation, hein, bien évidemment, et ça c'est quelque chose qui est important. Donc je pense que comment promouvoir en effet l'attractivité et l'accès aux patients français, c'est probablement se doter de capacités d'anticipation un petit peu plus importantes, très probablement. Je me permets juste de revenir sur une chose qui est importante et qui a été dite, l'expertise. C'est terrible parce que finalement on se retrouve avec des instances qui sont indépendantes, donc qui sont totalement souveraines, mais en plus de ça avec des experts qui ont bien sûr aucun conflit d'intérêts. Mais le problème c'est que dans les maladies rares, moi, personnellement, j'ai certaines de mes études. Heureusement qu'il y a un industriel qui est avec un study sponsor, investigator sponsor study. Heureusement, mais ça, c'est un conflit, ça. Donc, du coup, moi, on ne peut pas me demander mon avis. Mais du coup, on se retrouve avec des situations cocasses où il y a des sujets de recherche maladies rares qui sont expertisés par des non-experts. Encore une fois, je me veux volontairement provocateur. Bien sûr que le système n'est pas si mal fait, mais néanmoins, on a des situations comme ça. Et alors là, pour le coup, quand vous faites expertiser par quelqu'un dont vous savez pertinemment, en tout cas dans son rendu, qu'il est tout sauf un expert de la maladie, c'est difficile. Je ne peux pas m'empêcher évidemment de pouvoir répondre. Les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire que la déontologie est quelque chose,
c'est l'ADN, notamment évidemment de l'agence. Mais dans le cas en effet spécifique des maladies rares, où évidemment le nombre d'experts est restreint, le nombre de patients est restreint, le nombre d'experts est restreint, et cela, nous y sommes confrontés régulièrement, quotidiement, il y a la possibilité notamment des auditions. Et c'est ce que nous pratiquons à l'agence. C'est-à-dire que nos comités, en effet, sont constitués d'experts avec évidemment une déontologie qui satisfait pleinement les critères et les règles en vigueur. Lorsque nous sommes dans des situations en effet particulières, il y a la possibilité en effet d'audition, et donc d'audition en effet des parties prenantes et d'audition notamment des experts spécialistes en effet de la pathologie ou du sujet, qui permet en effet d'éclairer. Et ça, c'est indispensable, parce que je partage votre point de vue. L'objectif n'est pas de donner un avis qui soit complètement hors sol et complètement déconnecté. Et donc c'est ça qui est important. Donc il faut être agile, il faut savoir concilier les deux, mais cela peut être en effet. Alors je parle évidemment pour la chapelle ANSM, je ne parle pas pour les autres. Mais je ne pense pas que ce soit avec la ANSM que nous ayons ayons les problèmes. La preuve en est, vous avez répondu à l'invitation. Question ? Alors, est-ce qu'on passe aux questions de la salle? Qui a envie de poser une question à nos intervenants? Il y a Antoine Ferry qui est là, mais si je le laisse parler, il en a pour une demi-heure. Et Marie-Pierre. Alors, je vais commencer par Marie-Pierre et ensuite Antoine. C'est serré leur truc, hein. Oui, bonjour. Ce n'était pas une question, mais une précision. Je vous remercie d'avoir, je dirais, beaucoup insisté sur la place des patients. Et je voulais peut-être juste préciser des petites choses. C'est la place des associations ou des patients experts dans les essais cliniques. Ce n'est pas juste pour relire les consentements, mais de mon point de vue, c'est dès qu'un essai clinique est en réflexion, il faut inclure les patients. Parce que parfois, les conditions même de l'essai clinique ne sont pas forcément compatibles avec la vie réelle, le nombre de visites, les examens, je ne sais pas. Et du coup, c'est un travail conjoint entre le promoteur, les associations, etc. Et puis, on peut aussi, inversement, aller tout à fait au bout de la chaîne et se dire que l'essai clinique, eh bien, il va être positif. Et le patient aussi, j'entendais tout à l'heure que c'était assez difficile au CEPS de faire entendre la valeur ajoutée du médicament, mais le patient, lui aussi, il est capable, il est en capacité de dire aussi, eh ben nous, voilà, cela apporte, par rapport à ce qu'on avait avant, c'est cela que ça apporte, et sa voix est très importante. Donc vraiment, c'est pas juste relire les consentements, éclairer, c'est toute la phase du début jusqu'à la fin, en espérant que voilà, il y ait toujours un aboutissement positif à ces essais cliniques. Merci. Antoine. Moi, je vais être très court. C'est en relation avec la conclusion un peu sombre de la table ronde. Je voudrais quand même remercier Christelle Ratignonet d'abord d'être là, premièrement. Deuxièmement, remercier la NSM d'avoir fait le travail qu'a fait la NSM depuis des années, parce que sinon on ne serait pas en 4e position, on serait en 15e position. Parce que c'est grâce à la NSM qu'on a réussi à maintenir à peu près un niveau d'attractivité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour finir sur un joke, a priori, vous avez un secret de la mutation positive. Si sincèrement, vous pouviez le transférer à la commission de transparence et au CEPS, ce serait vraiment merveilleux. Christelle, on a vraiment besoin d'ambassadeurs. Alors. Oui, moi je voudrais revenir rapidement sur un petit débat qui a eu lieu tout à l'heure sur la contribution ou la capacité de la contribution des malades à contribuer au remplissage des bases de données. Donc j'ai entendu que oui, mais dans certaines limites, sur des données simples. Je voudrais m'inscrire assez en opposition à cette idée-là, à l'heure où des données comme ce qu'on appelle les PROMS, les PCOM, les Patient Center Reported Measures prennent de plus en plus d'importance. On va faire confiance au médecin qui, après avoir écouté le malade, va remettre dans la base de données ce que lui a dit le malade, et on ne ferait pas confiance au malade pour remplir directement la base de données. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire en termes culturels pour ouvrir cette capacité et faire confiance aux patients pour être eux-mêmes acteurs opérationnels du suivi de leur propre maladie à travers les bases de données.
Moi, j'aurais une question notamment pour Madame Honnet, puisqu'on va l'entendre demain d'ailleurs, une success story qui n'a pas été encore publiée, je crois, c'est les essais cliniques de traitement de thérapie génique de la myopathie myotubulaire. C'est quelque chose qui a été entièrement développé en France, d'abord à Strasbourg et puis surtout après au Généton. Or, l'essai clinique, finalement, qui apparemment, si j'ai bien compris, donne des résultats assez extraordinaires, probablement aussi spectaculaires que ce que nous a montré Laurent Servet, mais je n'ai pas vu, c'est passé entièrement aux États-Unis. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire cet essai clinique, au moins en partie, en France? Parce que, en plus, c'est des enfants qui décèdent dans la première année de vie pour la moitié d'entre eux. Donc, la possibilité de participer à un essai qui pourrait les sauver, c'est quand même pas rien. Alors, ça revient un petit peu au troisième point que j'avais abordé dans mon intervention tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a une recherche d'excellence. Vous l'avez rappelé, c'est Anna Buche-Bello au sein de Généton et au départ à l'IGBMC qui a développé le produit pour la myopathie myotubulaire avec des résultats aussi spectaculaires que la SMA. Vous auriez pu voir les mêmes vidéos pour les patients atteints de myopathie myotubulaire, des patients qui décèdent pour 90% avant l'âge de 18 mois, qui sont tous intubés, ventilés et qui aujourd'hui commencent à faire leurs premiers pas. Donc c'est exactement les mêmes résultats, aussi spectaculaires. Et pourquoi est-ce que c'était développé à l'étranger ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité en France de monter des sociétés, de lever des fonds, parce que pour faire ces essais cliniques, c'est plusieurs millions. La production des médicaments de thérapie génique, c'est plusieurs millions. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu les moyens en France, les ressources pour monter une société pour investir sur ce projet. C'est une maladie en plus ultra rare. C'est une naissance sur 1 million. Donc c'est vraiment ultra rare. Donc c'est simplement parti à l'étranger parce que on ne peut pas aujourd'hui en France soutenir un projet de cet ordre-là. Par contre, juste une chose, l'essai clinique a lieu en France. Donc il y a un centre clinique qui est à l'hôpital Trousseau, Emotion. Donc il y a des patients français qui ont participé à l'essai. Mais aujourd'hui, on se heurte à un refus du comité de la protection des personnes pour cet essai clinique. L'étude a été approuvée par l'ANSM, par le comité d'éthique, mais il y a un amendement qui a été soumis par la société qui développe ce produit aujourd'hui. Et il y a eu un tirage au sort, il y a eu un premier refus. Il y a eu un deuxième tirage au sort, il y a eu un deuxième refus, et là, il y a une discussion conjointe avec la NSM qui va soutenir le centre clinique et demander une audition auprès du comité d'éthique pour pousser pour qu'il y ait une autorisation, parce qu'il y a un petit patient qui était dans le bras placebo, qui aujourd'hui ne peut pas être traité parce que l'amendement a été refusé. C'est un amendement qui est basé sur la sécurité du protocole. Donc c'est un amendement qui est complètement justifié et on ne peut pas traiter ce patient sans que la sécurité des données soit acceptée par le comité d'éthique. Et voilà où on en est aujourd'hui avec la NSM qui a aidé le centre, qui a fait en sorte qu'il y ait eu un deuxième tirage au sort du CPP, et là, Nathalie Morgenstein de chez vous, qui a proposé son aide pour au moins avoir une téléconférence, une possibilité de discussion avec le comité d'éthique, parce qu'aujourd'hui on reçoit des refus, mais on ne peut même pas répondre. On reçoit un refus, et c'est trop tard. Donc, et définitif. Donc un deuxième refus, définitif, pas de possibilité d'échange. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec cet essai. Je pense qu'on a tenu le timing et je sais que vous devez partir. En tout cas, un grand merci à tous. Je pense que vous nous avez montré que tout n'était pas si négatif que ça, qu'il y avait vraiment des axes d'amélioration. Merci.